Voilà, donc pour tous ceux qui arrivent, le iPhone UI Mate 2020, si vous pouvez mettre vos noms dans le chat, ça serait super. Alors, merci à toutes et à tous d'être là pour ce troisième webinaire. C'est lundi, c'est défi sur un sujet de la posture à l'imposture. Alors, avant de commencer, je me présente. Donc, je m'appelle Anne-Laure Michelot. Moi, j'accompagne des personnes à retrouver leur pouvoir de décider et leur liberté de choisir. Je pars du principe et même du postulat qu'on a chacun toutes les ressources en nous, les ressources internes, intérieures pour y arriver, mais que parfois, on ne sait pas tellement comment y accéder. Et en tout cas, ma certitude, c'est que notre bonheur, il dépend forcément de nous et pas des circonstances extérieures. Donc, j'accompagne les dirigeants, les entrepreneurs, les personnes de manière individuelle, mais aussi collective dans le cadre de l'entreprise. Voilà pour ce que je fais. Alors, pourquoi ce sujet? Ce sujet, ça fait un moment que j'avais envie de le sortir. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que, étant jeune entrepreneur, puisque j'ai fait mes 2 ans en 2 jours, évidemment, la posture est quelque chose qui se travaille. Et c'est un sujet que l'on voit partout, que l'on voit sur LinkedIn, un petit peu dans tous les sens, avec très souvent associé d'ailleurs au terme de leadership. Posture et leadership. Alors, avec un max d'injonctions, en tout cas, c'est comme ça que je les vois, et de tout ce qu'il faudrait faire pour avoir une bonne posture de DRH, de manager, avec une pincée de confiance en soi, un petit peu de communication, un petit peu de posture debout, parce que ça prouve qu'on sait emmener les équipes. Enfin, plein de choses, plein de choses sur la posture, mais qui renvoient à chaque fois, en tout cas dans ce que j'en lis, à des injonctions de ce qu'il faudrait faire ou de ce qu'il faudrait être pour être dans la bonne posture. Alors ça, moi, ça vient toujours me titiller. Donc, j'ai envie de commencer par vous interroger, alors soit en direct, soit dans le chat. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la bonne posture? Alors, est-ce que vous avez des idées de ce que c'est que la bonne posture? Vous pouvez prendre la parole, ouvrir le micro si vous voulez, sinon. Non? Personne n'a d'idée sur ce que c'est qu'une bonne posture. Alors, la juste posture, Bénédicte, ok, être soi-même, être aligné, ok. Il y a aussi bonjour à tous, et il y a aussi la posture qui est en conformité avec des règles de déontologie notamment. Oui, très bien, merci. Est-ce qu'il y a une posture qui est meilleure qu'une autre, selon vous? Une posture adaptée à la situation et aux personnes présentes, nous dit Hélène. Alors, il y a plein de choses autour de la posture. Moi, j'ai envie de vous dire, pour moi, il n'y a pas de bonne posture. La notion de bonne posture fait référence, c'est ce que tu évoques, Hélène, à un cadre de référence externe, à ce que les autres attendent de nous, au contexte, ou à ce qu'on imagine aussi parfois que les autres attendent de nous. Et pour moi, c'est pas ça la bonne posture. J'appelle ça, moi, je suis plutôt en recherche de la juste posture, la posture qui est juste pour nous. Ça veut dire que si on est lié, en tout cas tourné vers ce que les autres peuvent attendre de nous, déjà, souvent on se plante un peu parce que on imagine des choses par rapport à notre vécu, à nos expériences, mais c'est surtout qu'on va avoir une bonne posture dans une entreprise et demain, vous allez changer d'entreprise, et ben, votre bonne posture, elle sera plus du tout au carré et vous allez devoir faire parfois des changements à 180 degrés. Donc pour moi, la juste posture, elle est indépendante des autres, mais encore faut-il savoir la définir, puisque c'est la posture qui tient à chacun d'entre nous et à comment on se sent bien. J'ai envie de vous partager une première expérience. J'ai animé des formations à la négociation. J'ai fait beaucoup de relations sociales, donc avec les représentants du personnel. Et j'ai animé des formations sur la posture, quelle posture avoir avec les représentants du personnel. Et notamment, dans une de ces sessions, j'avais une équipe relations sociales, mais ultra capée. Hein, vraiment, comme je me disais, je ne vois pas pourquoi ils viennent me chercher pour les former, parce qu'ils en savaient autant que moi. Donc, je fais cette formation et dans les attentes de deux plus jeunes, 2 jeunes stagiaires, me disent, mais on voudrait avoir la bonne posture parce que nous, quand on est face aux représentants du personnel, souvent, on se galère. Donc moi, comme mon idée, c'est de les faire cheminer sur la bonne posture, c'est celle qui est juste pour eux,
Je botte légèrement en touche en début de formation. Je dis oui, on a 2 jours, vous arriverez à tout ça à la fin. Et arrive un cas pratique où là, la responsable relations sociales, qui était la plus capée, en tout cas la plus expérimentée, vient indiquer, ah oui, non, mais dans ces situations-là, de toute manière, quand ils résistent, faut y aller avec les articles de loi, et puis, et puis, et puis. Et là, je vois les 2 jeunes stagiaires en face qui se décomposent, se disant, mais jamais j'arriverai à faire ça. Et en fait, on est parti de cette expérience-là en se disant, mais non, il n'y a pas une posture à avoir. Avec quoi vous vous sentez bien? Forcément, les 2 petites jeunes responsables de relations sociales, elles n'avaient ni l'expérience ni les compétences de la plus ancienne, on va dire. Et donc, elles n'étaient évidemment pas en mesure de tenir la même posture. Donc déjà, là-dessus, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse aller trouver la posture qui est adaptée à son contexte et de ne pas venir chercher ou copier. On peut s'inspirer des postures des autres, mais à chaque fois, d'avoir bien en tête que les situations sont différentes. Donc ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous. Alors, je vais faire bosser un peu et faire appel à vos souvenirs. Ce titre, c'est de la posture à l'imposture. À votre avis, d'où viennent les termes posture et imposture? Est-ce qu'on est sur les mêmes termes que, par exemple, possible et impossible? Ou alors sinon, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait latin jusqu'en terminale, que c'est bien l'occasion quand même de venir le redire. Alors, posture, imposture, même mot, pas même mot, qui se lance? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez partager. Et pour ceux qui le peuvent, mettre vos caméras, c'est plus agréable pour moi. Personne n'a d'idée. Bah, Bénédicte, bah, moi je pense que c'est pas le même mot, mais imposture pour moi c'est plutôt une. Alors je confonds peut-être avec un autre mot. Pour moi c'est plus une. Je me rappelle les impostures de Jean-Yves Lafesse par exemple. Écoute, Donc j'ai ça comme exemple pour aujourd'hui. c'est pas super comme exemple, mais bon j'ai ça en tête. Très bien. Et c'est un peu des bêtises quoi pour moi. Donc bah, pour moi c'est pas le même mot. Non. D'accord, merci. Guillaume, tu nous dis imposture, c'est un mensonge. Alors, est-ce que tu connais l'étymologie de ce mot-là? Bien sûr, évidemment. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, je viens de chercher sur Internet, mais Ah oui, malheureusement. t'abuses, tu triches. Alors, en fait, posture et imposture, c'est 2 mots différents. Et c'est intéressant d'aller le chercher. Posture, ça vient du latin qui s'appelle de ponere, qui veut dire poser, se placer, se positionner. Imposture, ça vient du latin impostura, qui veut dire tromperie, fraude. Donc, on est vraiment sur 2 racines de mots qui sont différents, même si quand on les entend en termes de consonance, on est un petit peu sur la même chose. Et moi, c'est exactement le lien que je fais entre la posture et l'imposture. C'est de se dire que dès lors que la posture, elle n'est pas juste pour soi, je voyais, Guillaume, tu mettais position naturelle du corps, de l'esprit, alignement. Dès lors que cette posture n'est pas juste, elle devient une imposture pour moi, un mensonge, une tromperie par rapport aux autres et par rapport à soi. Et ça pose toujours des problèmes. On entend souvent, en tout cas, c'est des choses que je dis souvent, quand quelqu'un vient me voir en me disant, oh là là, je me suis bloqué le dos, je ne peux plus bouger, etc. Bah oui, ton corps te parle. À un moment, qu'est-ce qui n'est pas aligné? Quel message, ton corps, quel message ton intérieur vient te faire passer? J'avais envie de vous prendre aussi un exemple moi, de ce que j'ai pu vivre dans ma vie professionnelle quand j'étais directrice des relations sociales dans un grand groupe ultra masculin, à la fois dans ses dirigeants et aussi dans les salariés, parce qu'on était à peu près à 82% d'hommes. J'ai adopté une posture que j'imaginais être la bonne, qui était une posture finalement assez dure, très masculine. J'étais aussi dans un contexte religieux qui était assez spécifique, puisque beaucoup de pratiquants musulmans et donc des réunions de négo où on refusait de me serrer la main parce que j'étais une femme. Donc, j'ai dû composer avec cet environnement pour trouver la bonne posture, en tout cas celle qui me semblait être la bonne posture pour faire. Sauf qu'au fil des années, ça marche pas. C'est-à-dire que j'allais en réunion de négo au début, toute fringante, toute pimpante, avec droit dans mes bottes, et au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça devenait extrêmement compliqué à tenir, puisque une fois qu'on s'est aussi enfermé dans une posture, c'est super compliqué d'en changer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous allez évoluer, moi j'avais évolué, j'avais des valeurs qui évoluaient, etc.
Et à un moment, je n'étais plus trop en accord avec les valeurs de ma boîte, sauf que j'étais obligée de maintenir cette posture-là. Et résultat, j'en suis arrivée à des subterfuges de malade qui fait qu'en réunion de négo, quand je craquais complètement, je retournais pleurer dans mon bureau en me disant c'est pas possible, qu'est-ce que je fais là? J'avais même acheté des gouttes bleues. Des gouttes bleues, c'est des trucs que vous achetez en pharmacie qui permet de rendre le fond de l'œil blanc et donc qui fait que quand vous repartez en réunion de négo, personne ne sait que vous avez pleuré. D'accord? Donc j'en étais rendue quand même à ce niveau-là de me dire à un moment comment, enfin, et là un vrai niveau d'imposture par rapport évidemment à moi ce que je vivais, mais par rapport aussi aux partenaires sociaux avec lesquels je négociais. Parce que comme vous le savez tous, la communication non verbale, c'est entre 70 et 80% selon les écoles de la communication. Donc quand moi j'arrivais pensant être droit dans mes bottes, avec mes petites gouttes, ma terracotta, pour qu'on ne voit rien du tout, et de reprendre cette réunion de négociation, évidemment, les personnes avec lesquelles je négociais sentaient qu'il y avait forcément un décalage. Et ce décalage, évidemment, il se ressentait dans la qualité de mes négos. Il se ressentait moi physiquement. Je pense que j'étais bloquée avant chaque réunion de négo et j'en faisais beaucoup parce que le groupe était très important. Et ça se ressentait aussi dans les rapports avec ma direction. Puisque moi, derrière, je venais leur dire non, mais les gars, juste, c'est pas possible, moi, je refais pas une négo comme ça. Bah, pourquoi? Ça marche très bien, tu tiens la route. Bah oui, mais en fait, non, je tiens pas vraiment la route. Donc, moi, en l'occurrence, je me suis retrouvée enfermée dans cette posture, dans cette imposture et qui m'a amené, évidemment, je me suis fait accompagner, à quitter cette entreprise, mais surtout à aller chercher et à aller trouver quel était cet équilibre entre la posture que je tenais avec laquelle j'étais bien et celle où je n'étais pas bien et qui m'amenait à l'imposture. Voilà, c'est un exemple que j'avais envie de partager avec vous parce que peut-être que c'est ce que vous vivez aussi certains ou certaines dans vos activités. Ça marche également pour les entrepreneurs, évidemment. On le voit bien dans les entrepreneurs, tous ceux qui sont dans ce cas-là, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. On ne voit que les trucs qui vont super bien. Et évidemment, parce que personne n'aurait envie d'aller voir des gens qui vont pas bien, dire oh là là, c'est horrible, ma boîte, c'est affreux. Mais pour autant, quelle est la justesse et quel niveau de pression cela nous met à nous pour assumer cette image, je le mets dedans parce que je suis entrepreneur, et quelle image ça met aux autres. Donc voilà un premier point que je voulais voir avec vous. Maintenant, j'avais envie de vous faire travailler, parce que j'ai changé un petit peu mon format, sur un cas pratique. Donc là, n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour partager si vous voulez. Je vous prends le cas d'un client, d'un DRH que j'accompagne et qui un jour arrive avec une problématique et qui me dit « Anne-Laure, c'est horrible, je dois annoncer une augmentation de 1%, donc là c'est très récent, alors que le contexte est encore ultra inflationniste, enfin, avec des prix qui sont hyper chers. Je me suis battue comme une dingue avec le comité de direction, mais pour autant, je n'ai pas réussi. Et maintenant, je dois porter ça, je dois aller assumer ça auprès des organisations syndicales et des salariés. Et ça ne me va pas du tout. Donc, bon, j'en ai quand même parlé à des copains des RH. Bah, il y en a, pour eux, ça ne leur pose aucun problème. Donc, je me sens encore plus nulle parce que je ne comprends pas pourquoi moi, ça me pose un problème et à d'autres, ça n'en pose pas. Donc, il arrive avec son sac à dos en me disant on fait comment alors maintenant? Alors, selon vous, première question, qu'est-ce qui fait, dans la situation que je vous ai évoquée, que votre DRH, que le DRH, ne se sent pas bien dans cette situation? Je vous rappelle, il s'est battu pour avoir plus. On lui a dit va jouer ailleurs, tu n'auras que les 1%, et maintenant débrouille-toi. Moi, je caricature un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent mal avec cette situation? Il n'était pas d'accord avec lui-même, du coup. Il allait à l'encontre de ce qu'il avait au fond de lui. Alors oui, il n'est pas du tout d'accord avec lui-même. Ouais. Il sait que les salariés méritent plus et ont besoin de plus, donc il ne sait pas trop comment il va pouvoir leur expliquer qu'il n'y a que 1%. Il va être en défaut, quoi. Ça va être compliqué pour lui. Donc, Il n'a pas travaillé l'argumentaire non plus, enfin, en lien avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il repart avec 1%, mais sans explication rationnelle de pourquoi 1%, pour peu qu'il y ait une explication rationnelle. Donc, il va avoir du mal à porter ce message, d'autant plus qu'il n'est pas convaincu. D'autant plus qu'il n'est pas convaincu. On est d'accord. Pour autant, c'est sa mission. Non, mais ça se fait, hein. Après, il y a des conséquences. On est justement là-dessus. On est justement sur ça se fait, mais à quel prix? Est-ce qu'il y a d'autres idées de comment il pourrait se sentir, ce DRH?
Alors, ça vaut évidemment quand on est manager et qu'on vient porter aux équipes en disant tu n'auras que 1%, ça marche pareil. Alors, selon vous, donc on a dit qu'il ne se sentait pas très bien, qu'il ne voyait pas très bien comment il allait faire, etc. Quelle posture, plutôt, pensez-vous que ce DRH va prendre, par exemple, soit vis-à-vis des organisations syndicales avec lesquelles il est peut-être amené à négocier, soit vis-à-vis des salariés qu'il va rencontrer, pardon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va prendre comme posture? Ou qu'est-ce qu'il peut prendre comme posture? Il peut prendre une posture de victime en disant c'est pas moi, ça a été décidé plus haut, et en quel cas il n'est plus vraiment dans sa fonction de direction RH. Donc il a un Donc, vrai problème. Donc, il prend une posture de victime, mais qu'il fait sortir de sa posture de DRH, qui est de porter la voix du collectif de direction. Exactement, tenir la position surtout. Ok, là, ok. Pauline nous dit il peut imposer sans échanger. Bon, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Ok. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? À l'inverse, il peut aussi prendre le parti de la direction et voilà, sans être en accord avec lui-même. Donc, ça lui posera un problème de toute façon. Ça va lui poser un problème. Mais là, moi, je suis salariée. Je viens voir le DRH. Je dis non, mais c'est quoi ça? Il paraît qu'il n'y a que 1%, mais avec l'essence qui est encore, le gasoil qui est encore à 1,90. Mais c'est juste pas possible. Mais il faut faire quelque chose. Après, il manque des données d'entrée. C'est 1% de quoi? C'est une Bon, variation de masse salariale. vous avez tous compris que Guillaume est DRH, qu'il est en train de travailler son prochain argumentaire pour CNAO. Non, normalement, ça devrait aller. Spéciale dédicace pour toi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi? Il pourrait, même si c'est acté 1%, il peut quand même essayer de renégocier auprès de sa direction un projet de se revoir dans les 6 mois pour éventuellement, ou dans les 3 mois pour évaluer le montant, on ne sait jamais. Mais ça, il ne Voilà. peut pas en parler aux salariés ni aux organisations syndicales s'il n'a pas l'accord. Donc, il reste quand même bien bloqué aussi. Oui, mais il faut qu'il travaille des solutions de repli. En tout cas, au gré du contexte, il n'y a pas suffisant. J'ai l'impression qu'il n'a pas suffisamment travaillé le sujet avec sa direction, même s'il s'est battu. Mais il est reparti qu'avec 1%. Et il est reparti avec 1% sans explication. Donc Et il il a manque quand même beaucoup d'arguments, quoi. Enfin, beaucoup d'éléments, je pense. Voilà, mais il a peut-être pas su faire. Alors moi, ce que j'ai pu rencontrer dans mes expériences passées, c'est aussi un DRH qui vient dire, de toute manière, c'est comme ça, ok, moi de manière, j'y peux rien. Donc il vient quelque part se résigner à la situation. Ou alors des gens qui vont être complètement, oui, se résigner, Pauline, exactement. Ou alors des gens qui vont couper la communication. Mm. Ils vont rien dire, qui vont fuir, qui vont envoyer leur directeur des relations sociales à la place du DRH en négociation, comme ça ils ne sont pas confrontés au sujet. Donc on peut avoir vraiment ces trois types de réactions avec toujours évidemment de l'inconfort. Moi, j'ai connu une situation, juste un témoignage rapide, mais situation comparable. Mais il se trouve que c'était une enveloppe qui était définie pour tout un groupe. Moi, j'étais que DRH d'une division. Année après année, les élus ont compris que de toute façon, les personnes qui étaient en phase 2 sur la question des négociations de salaire, et on parle juste de l'augmentation de salaire, pas du reste, n'avaient pas de pouvoir de décision et que c'était pris très très haut. Et de toute façon, c'était descendant. Ça a mis quelques années parce que ce n'était pas admis immédiatement, mais ça a été considéré comme ça. À partir du moment où le sujet était mis sur la table, on savait de toute façon que ça venait du haut. Et il n'y avait pas de sujet de négo, par contre, on pouvait négocier tout le reste. Et bizarrement, les organisations syndicales restaient arc-boutées sur l'enveloppe d'augmentation et ne négociaient pas, ne cherchaient pas à négocier tous les éléments accessoires au salaire. Et pourtant, il y en avait beaucoup. Ce qui est ultra logique en termes relationnels, puisqu'ils ont une contrainte forte sur l'aspect salaire de base, et que ce sur quoi ils voulaient avancer, c'était là-dessus. Que comme ils n'avaient pas d'accès finalement à la négociation là-dessus, ils venaient se mettre dessus. Donc c'est ultra logique. Enfin, on connaît tous les deux. Je reprends ce DRH-là, donc il a une posture, on l'a vu, soit il se résigne, soit il impose, soit il fait le mort, entre guillemets. À votre avis, quelles réactions vont avoir les salariés ou les syndicats par rapport à ces types de comportements?
moi, je suis salariée ou je suis syndicaliste. C'est un peu bizarre de dire ça. Derrière, voilà, je ne peux pas aller, justement, je ne peux pas aller négocier où on me dit, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous réagiriez? Ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation, tout simplement. Donc, Ouais, mais alors tu te sens comment si on te dit ça? bah, moi, je sens que soit je ne suis pas en face du bon interlocuteur pour faire valoir mes revendications, bah, soit je me retourne vers ma base et puis je leur demande ce qu'ils veulent et puis je commence à fomenter quelque chose. Ou alors je suis résigné, si je suis habitué à ce genre de pratique. Ok, donc en tout cas, tu te sens contraint dans la Bien situation. Tu sûr. n'arrives pas à faire bouger. Pauline qui nous dit, voilà, je me sens en colère ou avec de l'incompréhension aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre si je vous impose, moi, demain, une fin de non-recevoir? Hélène, nous qui avons travaillé ensemble, si je te disais, bah non, toi, Hélène, c'est zéro d'augmentation. Frustrée, nous dit Bénédicte. Comment tu te sens en face? Tu peux le dire, maintenant, il y a prescription. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Lésé, Agacé, agacé. agacé, en colère, voire je m'en vais. Voilà. Hein, donc voilà ce qui peut se passer puisqu'on est finalement dans des situations où finalement il n'y a pas d'accès à la personne. Et à votre avis, votre DRH qui lui-même est tout contraint puisque lui, il a essayé de négocier des choses, qu'il n'a pas réussi à négocier des choses, qu'il est obligé de tenir, on va partir du postulat, qu'il tient une posture dans laquelle il n'est pas bien aligné et qui se prend des centaines d'Hélène frustrée, agacée, qui vont lui dire bon, bah, si c'est comme ça, je me casse. À votre avis, comment se sent votre DRH dans cette posture qu'il est obligé de tenir, en tout cas dans l'exemple que je prends? Accablé, nous dit Bénédicte. Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Vous pensez qu'il se sent bien? Bah, ils sont super mal, votre DRH, comme ça, puisque non seulement lui, il est contraint là-haut, il n'est pas d'accord avec ce qu'il est obligé. Oui, ah non, il ne se sent pas bien, nous dit Chloé. Il n'est pas d'accord avec ce qu'il est obligé de tenir, et en plus, c'est lui qui se prend toute la colère et la frustration de toutes les équipes. Donc on est vraiment, il y a une espèce de melting pot qui est pas sympa. Et si on regarde ça, il est préparé, il a gagné quelques heures de dégo, nous dit Guillaume. Oui, il va peut-être passer quelques heures à gérer les grèves, ça c'est autre chose. Je sais pas à choisir ce qui est le mieux. Quand on regarde finalement sur l'angle relationnel, hein, parce que c'est là-dessus que moi j'interviens, dans les trois postures qu'ont pris le DRH, qu'a pris le DRH, enfin en tout cas que peut prendre le DRH, ce sont des postures qui vont dégrader la qualité de la relation. Quand j'abandonne, quand je refuse de communiquer, quand je me résigne, je viens toucher évidemment des choses dans la relation aux autres, parce que certainement que les autres le jugent. Hein, il le juge certainement sans cœur ou incompétent ou autre. Certainement qu'il lui prête des intentions en se disant, bah, de toute manière, lui, avec son salaire ou avec les primes qu'il a, il s'en fout, c'est pas son sujet. Évidemment, ils se sentent contraints puisqu'ils n'ont pas de capacité à augmenter cette enveloppe. Et le DRH, de son côté, lui, certainement se juge aussi en se disant, bah oui, potentiellement, je suis un peu nul, j'ai pas réussi, j'aurais dû plus me battre, j'ai pas eu suffisamment d'éléments de contexte ou autre. Et en tout cas, il se fait imposer une posture dans laquelle il n'est pas aligné. Et c'est vraiment pour moi cette ligne de démarcation, quand la posture devient imposture, c'est à partir du moment où la posture devient tellement inconfortable dans la relation aux autres, dans la relation à soi, hein, et c'est à partir de ce moment-là que pour moi on parle d'imposture et qu'on n'est plus aligné, et avec toutes les conséquences que ça a. Peut-être que ce DRH-là, il avait des valeurs très importantes qui étaient l'authenticité, la sincérité, le partage et autres, ou l'équité, et qu'en plus, ces valeurs ont été vraiment mises à mal. Et effectivement, Guillaume, tu le dis, on est dans une situation de perdant-perdant. Hein. Pour autant, parfois, c'est ce qui se passe dans les entreprises. Moi, c'est un petit peu cette ligne-là que je vous invite à prendre en compte pour savoir si vous êtes dans votre juste posture ou dans une imposture. Si je me sens bien, si je suis au clair, si je suis alignée, ok, vous êtes dans une posture et dans une posture qui vous convient. Si vous êtes en décalage, si vous ne vous sentez pas bien, si vous sentez que ça tire, si émotionnellement c'est chaud avec tout ce qu'on a pu évoquer là à l'instant,
ça ne marche pas. Hein. C'est que votre posture, elle est devenue une imposture et qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et dans ce cas-là, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'accompagne, pardon, c'est venir comprendre ce qui se joue, pourquoi ça se joue et venir décider en conscience, est-ce que je reste ou pas dans cette posture? Est-ce que je change de posture? Est-ce que je change d'entreprise? C'est vraiment tout ce switch-là qui est important. Et j'avais envie de vous donner un dernier exemple, celui d'une dirigeante que j'accompagne, qui est une nana, mais top, hyper fiable, hyper serviable, qui dit toujours oui à tout, qui a un réseau de dingue vraiment chouette, mais qui se retrouve tout le temps dans l'incapacité totale de dire non. Résultat, elle est souvent assez submergée. Et donc, c'est sur cet aspect-là que je l'accompagne. Comment je l'ai accompagnée? Je l'accompagne évidemment sur sa posture et je la fais travailler sur en quoi cette posture, d'être toujours au service de tout le monde, toujours dans la bonne humeur, etc., en quoi c'est utile pour elle. Donc, on a travaillé ça. C'est utile parce que, ça la rassure. Ça la rassure sur sa compétence, les gens sont toujours hyper contents de la voir, ça lui permet de nouer plein de contacts, d'avoir plein de réseaux, etc. Donc tout ça, cette posture-là, elle est utile pour elle. Hein, ça lui permet aussi d'avoir une espèce de protection. Donc ça, c'était chouette, on a vu ce qui était utile. Et après, on a regardé ce que ça l'empêchait de faire. Puisque une posture, dès lors qu'elle était plus alignée, puisqu'elle en souffrait, puisqu'elle venait me solliciter, qu'est-ce que ça l'empêchait de faire? Mais en fait, la réalité, c'est que ça l'empêchait de développer pleinement son activité, car elle était tout le temps au service des autres. Donc, à aucun moment, elle ne prenait donc de temps pour travailler sur son business, pour poser toutes les questions qui gratouillent chacun et chacune d'entre nous. Et donc, en fait, cette posture-là l'empêchait finalement de travailler sur ce qui était vraiment important pour elle et de dépasser toutes les peurs, tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Le fait d'avoir travaillé comme ça et qu'elle ait eu cette prise de conscience lui a permis de décider en pleine conscience de la posture qu'elle voulait maintenir. Aujourd'hui, elle a choisi de rester dans cette posture-là, de toujours être disponible pour tout le monde, etc., parce que c'était plus confortable pour elle aujourd'hui, mais en tête, elle a parfaitement en tête que en faisant ça, elle ne va pas développer son business, qu'elle ne va pas sur autre chose qui est peut-être important pour elle, mais qu'elle n'a pas envie d'aller chercher à aujourd'hui. Et c'est vraiment ça ce que je trouve passionnant, c'est que ça ne veut pas dire que quand on a une posture et qu'on ne se sent pas bien, il faut en changer. Mais moi, je trouve ça chouette de pouvoir se dire, OK, j'ai les ressources, moi, en interne, je sais quoi faire, je sais comment aller chercher et aller décider ce qui est juste ou pas pour moi. Je fais beaucoup d'accompagnement d'ex-collègues et autres qui me disent « Ah, j'en ai ras-le-bol de mon job, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais ?» Jamais je ne donne ce que moi je ferais. Je viens questionner pour amener la personne à savoir ce qui est bon pour elle. Parce que la meilleure expert de vous-même, c'est vous. C'est certainement pas moi, ni un autre consultant ou accompagnant. Donc voilà un peu les messages que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Il nous reste 3 minutes, donc je suis pile poil dans mon timing. Déjà, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Je vois Bénédicte qui hoche la tête en disant « Ah ouais, quand même, ça va cogiter ». Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je vous poserai, moi, en revanche, une question. Qu'est-ce que si vous pouvez soit le partager en direct, soit le mettre dans le chat, qu'est-ce que vous avez retenu, s'il y avait une chose que vous avez retenue de cet échange, qu'est-ce que ça serait? Vous savez, je ne vous demande pas de vous engager à faire quoi que ce soit. C'est juste un truc qui vous a peut-être marqué ou pour vous ou pour d'autres d'ailleurs, parce que c'est souvent facile quand on voit les autres, on dit « Ah bah tiens, oh là là, et Johnny là-bas, je vois bien qu'il n'est pas dans la bonne posture, je vais aller lui expliquer 2-3 fois la vie. » Alors, l'importance d'être, Amélie qui nous dit, l'importance d'être en adéquation avec sa posture, comprendre la situation qui fait que, prendre conscience de ces conflits internes, choisir sa posture en pleine conscience. Ouais. Chouette. Ah, j'arrive pas à tout lire en même temps.
la force des valeurs dans notre sentiment d'imposture. Ça, c'est hyper important. Hein. Si je reviens juste sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur mon DRH qui dit, bah oui, mais les autres, je ne comprends pas. Eux, ça ne les gêne pas. Bah oui, parce qu'ils avaient peut-être d'autres valeurs. Une valeur, par exemple, de sécurité qui disait que bah, pour eux, c'était important que la boîte puisse perdurer parce que ça a assuré des emplois par la suite. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ne pas se laisser influencer parce que l'on pense que notre posture doit être, parce que l'on pense ou parce que l'on imagine de ce que ça doit être. C'est à nous de définir notre bonne posture. S'écouter, se faire confiance. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir et tu seras heureux. Épictète. Non, mais l'autre, il crâne. Ça, c'est Guillaume, il crâne toujours. J'aime bien la voir, il nous met un petit peu de culture générale. Voilà. Non, c'est le clin d'œil au latiniste. Hein. Oui, c'est ça. Je l'ai bien compris comme ça. Et poser Cela la étant dit, je pense que la question entre posture et imposture, c'est aussi une question de décision. Donc, à un moment donné, ne pas prendre de décision amène ce que tu évoquais tout à l'heure. Exactement. Des stratégies qui font que ben, on va fuir, on va on va se victimiser, la décision du DRH, c'est aussi de dire, ben, je suis pas en accord, je m'en vais. Quoi. Tout à fait, mais parfois c'est C'est une compliqué décision dure. d'arriver à l'analyser. Et c'est pour ça que c'est notamment moi ce que j'accompagne, mais avec une prise de décision consciente, parce que parfois il y a besoin d'un effet miroir, justement, pour y arriver. Ou de ne rien changer. Ou de ne rien changer, mais dans ce cas-là, en conscience. Si je reste là, alors je sais ce qui ne me va pas, je ne change pas, mais je sais pourquoi je ne change pas. Et dans ce cas-là, il y a une approche qui est différente. On arrive au terme de cette demi-heure. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Pour ceux qui auraient envie d'échanger ou des questionnements, etc., n'hésitez pas à m'écrire, soit en message privé sur LinkedIn ou à m'appeler pour ceux qui ont mes coordonnées. Ça sera avec plaisir. Et puis, merci d'avoir participé à cette 3e édition. Je n'ai toujours pas le thème pour la 4e prochaine, mais ça sera surprise. Moi, j'aime bien finalement me laisser porter par l'intuition du moment. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir.